Bien, bonjour à tous, bonjour d'être venus en nombre pour ces tables rondes de notre rentrée politique. Nous allons commencer avec la première qui portera sur le sujet suivant. Quelles priorités économiques pour une France souveraine? Et je demanderai à nos trois intervenants, que je présenterai juste après, de se mettre un peu dans une position qu'on espère, genre fictive, mais en tout cas qui devrait, j'espère, arriver bientôt, qui serait d'imaginer une France qui aurait retrouvé tous ses leviers de souveraineté, quel que soit le biais par lequel elle y parviendrait, et donc d'étudier, de voir quelles devraient être là où les priorités économiques, les urgences et les priorités économiques, étant donné le bilan assez calamiteux de l'économie française actuellement, sur lequel je ferai une petite introduction, une brève introduction. Tout d'abord, je prie, enfin plutôt Tom Benoît s'excuse, il a malheureusement eu un empêchement, donc il ne pourra pas assurer sa participation ici. Et il est remplacé donc, au pied levé par Kylian, que je remercie de tenir de joker de luxe, et qui décidément va beaucoup œuvrer aujourd'hui. Donc pour répondre à ça, nous aurons donc Laurent Herblay, qui est plus connu sous le nom de Gaulliste Libre, donc qui tient un blog politique sous le nom de Gaulliste Libre, qui s'exprime sur les réseaux sociaux sous ce pseudonyme, qui a été diplômé de l'ESSEC, qui également a été directeur de porte-parole, c'est ça, pour Nicolas Dupont-Aignan pour la présidentielle de 2012, également créateur du programme politique de Nicolas Dupont-Aignan. Et vous avez écrit un livre. Dont je cherche le titre. Oligarchisme et déconstruction de la démocratie, c'est ça? Voilà. Et vous êtes également chroniqueur à Front Populaire. Donc vous êtes d'inspiration plutôt étatiste, je suppose. Gaulliste, bon, très bien. Charles-Henri Gallois, donc, je présente, mais qui n'a pas vraiment besoin d'être présenté, donc président de Reprenons le contrôle, directeur financier d'un grand groupe international, ancien candidat, donc malheureux, mais même dans la première circonscription de la Nièvre, et auteur donc, des illusions économiques de l'Union européenne, et également, plus récemment, de énergie et immigration, les grands défis du XXIe siècle. Il a également été lanceur d'alerte sur les obligations d'État indexées sur l'inflation. Peut-être que tu nous en diras un bout, c'est un peu technique. Et donc voilà, je voulais dire que les livres donc, de Charles-Henri et d'autres livres d'ailleurs, sont en vente là-bas. N'hésitez surtout pas à les acheter, ils sont extrêmement instructifs et précieux. Et enfin, Kylian, qui arrive donc un peu au débeauté. Je ne sais pas très bien, peut-être présente-toi toi-même, si tu le juges nécessaire. Donc, je suis effectivement Kélian. Voilà. Je suis censé être le Tom Benoît, en fait, mais je suis son alias presque. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je suis juriste de formation et je suis également secrétaire général de Reprenons le contrôle. Et pour le reste, je travaille à la ville en matière surtout de fiscalité. Disons ça ainsi. Je m'occupe de fiscalité. Voilà. Merci Kylian. Alors, une chose qui m'avait, quand j'ai préparé un peu cette introduction, une chose qui m'a marqué, c'est que, évidemment, vous savez que les indicateurs économiques sont très nombreux, peut-être trop nombreux. On s'y perd un peu, ça peut être très vite ennuyeux et rébarbatif, et ça peut égarer l'esprit. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que petit à petit, au fur et à mesure des années, quand on voit, depuis les années 90 et même un peu avant, on voit que tous les voyants économiques passent, en France, passent du vert au rouge progressivement. Au point où on en est rendu aujourd'hui, alors, où ils sont quasiment tous rouges, c'est-à-dire que le tableau de bord de l'avion France est quand même dans un état d'alerte. Et à l'heure où, justement, le budget est en train de discuter, en ce moment même d'ailleurs, en partie, nous avons le gouvernement Barnier qui se retrouve avec donc un déficit budgétaire, enfin déficit qui doit se hisser à 6%, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est-à-dire un truc absolument colossal. Il prévoit 60 milliards d'économies
selon des répartitions qui ne sont pas encore bien arrêtées, évidemment, puisque c'est discuté. Et la question est, face à tous ces indicateurs lamentables, quelle devrait être la priorité en fait? Est-ce qu'il faudrait rétablir par exemple la balance commerciale d'abord? Est-ce qu'il faudrait d'abord réindustrialiser? Est-ce qu'il faudrait s'occuper de la dette? Est-ce qu'il faudrait s'occuper des problèmes de prélèvement public qui sont trop importants? Voilà. Quelle est selon vous la première des choses à régler? Alors la première chose, je pense sur laquelle il faudrait agir, ça serait sans doute la politique monétaire. Parce qu'avant de pouvoir changer de direction, pour traverser en fait une époque un peu plus troublée, il faudrait avoir en fait sa monnaie et reprendre la monétisation de la dette publique. Ça, c'est quelque chose en fait qui n'a jamais été véritablement débattu en France, mais il faut savoir qu'on avait environ 700 milliards de la dette publique française sur les 3200 milliards qui sont détenus aujourd'hui essentiellement par la Banque de France. Parce que les Allemands ont bien veillé à ce que la monétisation de la dette publique qui a été décidée et coordonnée à l'échelle européenne soit réalisée par chacune des banques centrales, parce qu'ils ne voulaient pas que la BCE rachète la dette de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce. Et en fait, c'est chaque banque nationale. Il y a une toute petite part qui est rachetée par la BCE, mais l'essentiel est fait par la Banque nationale. Donc la première chose à faire, ça serait un programme de monétisation de la dette publique de l'ordre de 5 à 10 points de PIB par an. Ce n'est pas quelque chose qui pose problème. On a l'exemple du Japon qui fait ça depuis 2012 et qui en fait a racheté environ 60% de sa dette publique. C'est-à-dire que quand on parle des 250% de dette publique du Japon, il y en a 150% qui sont dans les coffres de la Banque du Japon. Donc en fait, leur véritable dette, c'est 100%. Ils sont 60% moins endettés. Ça veut dire aussi que comme la Banque centrale achète sur les marchés, les taux sont plus bas. Donc c'est un coût structurel plus bas. Et en plus, c'est de l'argent qu'ils se donnent à eux-mêmes. Ça serait, je pense, la toute première mesure à prendre immédiatement. Mais après, il y en aurait 3 autres. À la limite, je peux juste les effleurer pour ne pas non plus prendre tout le temps de parole. Deuxième mesure, mettre fin à la désertion fiscale la plus scandaleuse. Et cette désertion fiscale, elle est organisée notamment dans l'Union européenne qui compte 3 des 5 premiers parasites fiscaux du globe selon Gabriel Zucman. Donc Luxembourg, Irlande et Pays-Bas. Ça, c'est un peu moins connu. 3, pardon. Un protectionnisme ciblé. Parce que ça, c'est un appauvrissement de la nation que d'avoir un déficit commercial de 100 milliards par an. Et si on arrivait à le réduire de manière forte en quelques années, c'est plus de PIB, plus de croissance. Et 4, la reconstruction des services publics qui pourraient être financés à partir du moment où on aurait la condition numéro 1, qui est l'intervention de la Banque centrale pour sortir en fait le gouvernement de l'étau des marchés financiers tels qu'ils sont dans la zone euro. D'accord, merci Laurent. Alors évidemment, il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, notamment la première mesure, est absolument impossible dans le cadre de l'Union européenne. Ça fait partie des interdits presque matriciels de l'Union européenne, à savoir la Banque centrale ne peut pas racheter de dette publique. Et voilà, donc effectivement, ce serait un préalable indispensable que de s'extirper en tout cas des griffes de la BCE. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites. La priorité numéro 1, c'est toujours dur d'en donner une en priorité. Moi, j'avais établi 3 priorités principales. Alors, je pense que je développerai la première et je laisserai les 2 autres pour la suite. La première, c'est évidemment les finances publiques. Pour la simple et bonne raison qu'un pays qui est structurellement surendetté perd de facto sa souveraineté. Et les 2 autres que j'évoquerai ensuite, ça va être l'énergie, qui est le sang de l'économie et pour lequel il y a beaucoup de choses à dire. Et le 3e élément qui est lié et dont Laurent a parlé, c'est la réindustrialisation, puisqu'il ne peut pas y avoir de réindustrialisation sans une énergie bon marché. Pour ce qui est des finances publiques, pourquoi en France la situation est alarmante? On est à 3 200 milliards d'euros de dette, c'est 112% du PIB, mais il faut savoir qu'en plus c'est
qu'une partie de la dette, parce que si vous rajoutez tout ce qui est dette hors bilan et notamment les retraites, mais ça c'est une comptabilité européenne, les retraites des fonctionnaires qui ne sont pas inclus dans cette dette, vous rajoutez 1800 milliards, donc c'est-à-dire que la dette réelle de la France, elle est de 5 000 milliards d'euros. C'est absolument colossal. Il y a peut-être un problème de recettes et il y a des choses à faire effectivement pour ce qui est de l'optimisation fiscale, notamment des GAFAM avec l'Irlande, les Pays-Bas, mais il n'en reste pas moins que la France a un problème de dépenses publiques où on est à 57% du PIB au niveau des dépenses publiques. On est à des niveaux records déjà de prélèvements obligatoires et les Français ont l'impression assez juste que, en réalité, ils payent de plus en plus d'impôts et de taxes pour un service qui ne cesse de se dégrader et tout le monde se demande où va l'argent. Il y a la problématique des dépenses, mais parce que faut savoir que sous Emmanuel Macron, on n'a jamais fait autant de gabegies. Il faut bien avoir en tête que là, j'ai parlé du stock total de dette, mais sur les 7 ans d'Emmanuel Macron, il y a eu 950 milliards d'euros de dette. 950 milliards d'euros, c'est le montant total de la dette publique en 2002. Si vous prenez l'après-guerre et 2002, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, en 7 ans, il a fait autant de dettes que ce qu'avait fait la France auparavant en 53 ans. Donc quand on dit qu'ils ont cramé la caisse, oui, ils ont cramé la caisse. Et notre ami Bruno Le Maire, qui nous expliquait, j'aime à chaque fois le rappeler, qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que pour ce faire, on aurait dû envoyer Bruno Le Maire à Moscou, et peut-être que l'économie russe aurait été à genoux, mais la réalité, c'est qu'il a mis l'économie française à genoux, et que ce pauvre Bruno Le Maire, à part dans ses romans, il ne met pas grand monde à genoux. Ça, c'est le premier point. Et il y a un vrai point ensuite de crédibilité, de responsabilité quasiment pénale en réalité de Bruno Le Maire, parce qu'il avait annoncé, rappelez-vous, juste avant les élections européennes, que le déficit serait de 4,4%. On découvre maintenant que si rien n'est fait, il serait à 6,2%. Il ne peut pas y avoir un tel dérapage, il y a forcément dissimulation, et je vais même plus loin en fait, c'est qu'il y a réellement en plus de ça, le déficit, vous vous rendez compte, est catastrophique, mais qu'il y a réellement en plus de ça dans les comptes publics des éléments de dissimulation. Le premier, c'est le Canard enchaîné qui l'avait révélé, c'est la problématique des primes d'émission. La prime d'émission, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que vous émettez une dette avec un taux plus élevé, une prime d'émission qui peut être négative, c'est-à-dire que l'État, à court terme, réduit le déficit, mais c'est-à-dire qu'à long terme, en ayant fait ce mécanisme-là, elle va rembourser plus qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas utilisé ce mécanisme. 100 milliards d'euros ont été planqués comme ça sous Emmanuel Macron. Il y a le problème des reports d'exercice. Historiquement, on était autour de 2 milliards. Là, ils reportent maintenant 20 milliards par an, donc c'est 20 milliards qui sont planqués. Il y a la problématique aussi du plan de relance de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on nous explique que les ressources propres vont financer tout ça. Quand vous regardez la réalité des faits, c'est que ça va être les États qui vont payer. Et même la Cour des comptes, que j'avais d'ailleurs alerté, a expliqué qu'il y avait un problème, que le gouvernement n'ait rien provisionné au moment du plan de relance. Et c'est même pire que ça, parce que la France, en 2024, a reçu 7,5 milliards du plan de relance, donc ça baisse artificiellement le déficit de la France, sauf qu'à aucun moment on provisionne les 117 milliards d'euros qu'on va devoir rembourser de 2028 à 2058. Et il y a enfin, on s'est récemment penché là-dessus, le problème des prêts garantis par l'État du Covid. Si vous regardez le PLF 2025, ils ont provisionné seulement 600 millions d'euros, alors que rien qu'entre mars 2023 et juin 2024, c'est 2,4 milliards d'euros de coûts réels pour l'État. Donc ça, c'est aussi tout un tas d'éléments en fait qu'il sous-estime. C'est la même chose d'ailleurs au moment du budget de Bruno Le Maire. Moi, j'avais expliqué dès septembre 2023 que son budget ne tenait pas la route pour la simple et bonne raison qu'il avait mis que la France aurait 1,4% de croissance. Qui dit plus de croissance, dit plus de recettes fiscales. Sauf que tous les instituts donnaient à l'époque une croissance entre 0,8 et 1. Donc ça montre bien qu'il y a cavalerie financière, qu'il y a dissimulation. Normalement, quand vous faites un budget, c'est l'inverse. Vous essayez de faire un budget qui est ambitieux, mais qui est réaliste. Et en l'occurrence, vous avez des pistes très rapides de baisse de la dépense publique. Vous avez notamment le coût de l'immigration. C'est, selon certaines études, ça peut monter, mais une étude assez sérieuse montre que c'est 54 milliards d'euros par an. Ça, c'est un coût que vous pourriez couper. Vous avez la problématique du millefeuille administratif. Contribution à l'Union européenne, on est autour de 10 milliards d'euros par an. Le surcoût des normes de la part de l'Union européenne, c'est environ 40 milliards d'euros par an. Vous avez la problématique du millefeuille au niveau des régions. Les régions, ça pourrait être de simples établissements de coopération entre les départements et on leur a donné tout un tas de compétences. Vous pouvez récupérer assez facilement 6 milliards d'euros.
le train de vie de l'État, tout ce qui est les agences inutiles, CESE et autres, vous pouvez récupérer sur la baisse du train de vie de l'Élysée, baisse du train de vie de l'État de manière générale, quasiment 4 milliards d'euros. Vous avez pour l'Union européenne, il n'y a pas seulement le budget, vous avez tous les cofinancements qui sont hors budget. Quand on donne de l'argent à la Turquie pour garder les migrants, etc., il y a 6 milliards d'euros par an. Et vous avez le fameux coût aussi de l'Ukraine, mine de rien. On est depuis 2022 à un coût de 16 milliards d'euros. Je ne parle même pas de tous les coûts inutiles d'emprunt indexés sur l'inflation. Ça, c'était environ 14-13 milliards d'euros par an sur les 2 dernières années. On a encore 57 milliards de coûts latents. Complètement aberrant d'avoir continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation quand on empruntait à taux fixe, nul ou quasiment négatif. Donc quand vous cumulez tout ceci, j'ai fait une analyse assez rapide, vous montez très rapidement à 150 milliards d'euros, ce qui est peu ou prou l'objectif de déficit de l'État. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a des choses à faire d'un point de vue des recettes, mais il y a une gabegie généralisée, il y a des économies à faire très rapide, et la Macronie en fait préfère, on le voit dans le budget, on parlait de 60 milliards, c'est pas 60 milliards de baisse de dépenses publiques qu'ils prévoient, c'était soi-disant 60 milliards d'euros d'effort fiscal, aux 2 tiers baisse des dépenses, 1 tiers hausse des recettes. Sauf que quand on analyse le PLF 2025, le projet de loi de finances 2025, en réalité c'est 70% de hausse des recettes, donc ce qui veut dire hausse des taxes et impôts, pour tout le monde, hein, pas que pour les plus riches, contrairement à ce qu'ils disent, et c'est uniquement 30% de baisse de la dépense publique. Et la dépense publique continue augmenter aussi bien en valeur qu'en volume, donc quand vous retirez l'inflation. Donc la réalité, c'est que le gouvernement ne fait aucun effort de baisse des dépenses publiques, alors qu'il faudrait, et c'est quand même une urgence, de baisser les dépenses publiques. Et je vais laisser la parole avant de développer les 2 autres priorités. Merci beaucoup Jean-Luc. Juste une précision peut-être sur les prêts garantis par l'État. Quelles étaient les conditions et à qui ça s'adressait en particulier? Oui, tu pourras y répondre. Et simplement une petite chose, parce qu'il y a eu un argument, comme tu en parlais, alors je ne sais pas si c'était Bruno Le Maire ou un de ses séides, qui disait que pour excuser la gabegie et la dette colossale qu'il avait fait, vous comprenez, il y avait le Covid. Mais ce qu'il oublie, c'est que le Covid a frappé tout le monde en fait. Et qu'il n'y a que la France qui se retrouve avec un tel désastre. Donc la cause est bien Macron et Le Maire, et non pas le Covid en particulier. Juste un petit point là-dessus, ça vous donne des arguments. Si on vous fait le sketch macroniste, on a protégé les Français sur les quasiment 1000 milliards de dettes. En fait, le Covid, c'est quasiment que 200 milliards, donc tout le reste, c'est de la mauvaise dépense. Et surtout, il faut comparer effectivement aux voisins européens qui ont eux-mêmes été frappés par le Covid. Et si vous regardez depuis 2017, donc depuis qu'Emmanuel Macron est là, le pays qui a le plus augmenté le ratio dette publique sur PIB, donc on nous dit souvent la France a mieux résisté au niveau de la croissance, mais si c'était le cas, ce ratio-là devrait baisser. La France est le pays européen dont le ratio dette sur PIB a le plus augmenté. C'est-à-dire que la dépense publique a été très mauvaise comparée à tous les voisins. C'est le pire d'Europe. Il n'y a que la Roumanie qui fait plus, mais la Roumanie part d'un stock de dette qui est incomparable avec la France. Donc la France est le pire pays d'un point de vue de la gestion des finances publiques, et ça, c'est l'héritage de nos Mozart de la finance. Je vais répondre d'abord effectivement sur les PGE, les prêts garantis par l'État. Donc l'idée des PGE qui sort en 2020 et qui a été poursuivie jusqu'en 2024, puisque ces prêts ont d'abord été justifiés par la situation épidémiologique mondiale et ensuite par le conflit en Ukraine. Et donc l'idée des prêts garantis par l'État, c'est que c'était de permettre à des sociétés, des entreprises en général, d'emprunter donc auprès d'un établissement bancaire, tout en facilitant l'accès à des emprunts peu coûteux et leur disponibilité, c'est-à-dire que les banques acceptent de prêter, moyennant la garantie par l'État, donc tout le monde en fait, de rembourser en cas de défaut de paiement. C'est ça en fait. Donc l'État se fait garant, un peu comme quand vous louez un appartement et que vous avez besoin d'un garant, c'est la même chose. Alors depuis le départ, il y a 3,9 milliards d'euros d'appels en engagement de garantie qui ont été passés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un défaut sur environ 4 milliards d'euros d'emprunt. Ce qui sur le total n'est pas énorme, mais ça s'ajoute, vous voyez, aux garanties financières latentes qu'a l'État. Il y en a une autre d'ailleurs qui n'est pas évoquée dans le débat public, mais c'est le fameux, les emprunts européens étaient aussi gagés sur le fait que l'Union européenne dégage de nouvelles recettes. Bon, en fait, on le sait, même si personne ne l'avoue, que l'Union européenne n'arrivera pas à dégager ces nouvelles recettes, du moins pas en volume suffisant. Donc ça veut dire que ce sera bien aux États membres d'assumer le coût financier, au moins le risque financier au minimum.
Voilà, bon, ça c'est pour les prêts garantis par l'État. Alors pour la première, la priorité pour le pays en cas de reprise de la souveraineté en matière économique, je vais aborder la question du commerce international, et du commerce extérieur donc, puisqu'en fait ça rejoint également la question fiscale et la question de la croissance. Bon, la croissance mondiale en 2023 est en fait très faible. Et elle tendanciellement, elle baisse. C'est-à-dire qu'en 2023, on est à 2,2% de croissance du PIB mondial. La richesse produite par l'humanité tout entière. Enfin, en tout cas, celle qui est comptabilisée en tout cas. Donc, il y a un phénomène de ralentissement économique mondial et il y a un autre phénomène qui est rarement abordé, c'est que la mondialisation de l'économie, et notamment la mondialisation de la production, a entraîné des surspécialisations des territoires, mis en concurrence les uns avec les autres, notamment au sein de l'Union européenne où c'est encore plus facile, puisque les barrières à cette concurrence sont moindres, ne serait-ce que parce que, par exemple, il n'y a pas de douane interne, on a la même monnaie, etc. Il y a aussi alignement des normes, mais au niveau mondial, la réorganisation du système de la production a créé une structure entre États où des États sont structurellement excédentaires et de plus en plus excédentaires. Je veux dire, leur commerce international est de plus en plus excédentaire. Ils exportent structurellement plus qu'ils n'importent. Et à l'inverse, de plus en plus d'États ont une balance commerciale structurellement déficitaire. C'est-à-dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent. Et ce, nonobstant leur position dans le volume global des échanges. La France est le 5e importateur mondial en volume, et 6e exportateur mondial en volume, ce qui n'empêche pas que notre balance commerciale est de plus en plus déficitaire. Parce que nous nous sommes placés dans le commerce international comme étant un importateur net. Alors ce qui se passe, c'est que, mais en réalité on en parle au quotidien, c'est que des États ont acquis un tel poids dans la production mondiale, alors la Chine est citée en premier, mais en réalité c'est pas la seule, et c'est même de moins en moins le cas pour la Chine, mais ils ont acquis un tel poids dans le commerce international que le risque de rupture, ne serait-ce que le risque de rupture des lignes d'approvisionnement, qui sont aujourd'hui considérables, et c'est logistiquement un enfer. Leur poids dans ces lignes d'approvisionnement est tel que, ne serait-ce qu'en termes de relations internationales, c'est un vrai danger, une vraie vulnérabilité. Donc la priorité, ce serait aussi de replacer la France, de réémettre une voix pour la France sur cette idée que le système productif international ne peut rester en l'état, ne serait-ce que parce que ça implique également, sur le plan fiscal, une fuite des recettes d'États vers les autres, et les États qui voient leurs recettes fuir, par exemple la baisse tendancielle, l'érosion tendancielle du produit de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, est aussi due à la position que la France s'est donnée dans ce système productif international, à savoir que la France doit être un lieu de production de services à haute valeur ajoutée, et pas autre chose, moyennant quelques activités qui ne sont pas vraiment délocalisables, et moyennant aussi l'exception agricole. Encore que l'exception agricole flanche également, puisque nous sommes un importateur agricole de plus en plus important. Sur les fruits et légumes, c'est 50% de la consommation. Bon. À ceci s'ajoute, et j'arrêterai là, que la réduction du nombre de choix de politique publique en matière économique en France et dans toute l'Union européenne, qui est due à nos choix de supranationaliser les normes. La monnaie n'est plus accessible. La douane n'est plus accessible. Enfin, en tout cas, elle est accessible à 27. Bon. C'est compliqué. Fait que les leviers de la France, et notamment le levier préférentiel de la France, dans une situation de chômage de masse, a été d'agir sur les prix. C'est-à-dire que, puisqu'on ne peut pas augmenter les revenus, notamment dans un cadre de croissance complètement atone, et que la population continue d'augmenter, ça veut dire que la richesse par habitant diminue structurellement. Donc, comment nous allons faire ? Nous allons jouer sur les prix. C'est-à-dire que nous allons nous assurer que notre population, dont la consommation représente maintenant l'essentiel de la faible croissance de la richesse française, nous allons faire en sorte que la population ait accès à la consommation au prix le moins élevé possible. Donc, ce qui veut dire que nous accentuons structurellement encore notre position dans le commerce international, à savoir d'importateur net et de produits au prix le plus bas possible. Merci Kylian, ça me permet d'embrayer sur le sujet suivant. Tu voulais prolonger, Laurent ?
Peut-être deux petites précisions rapides dans ce cas-là. Complètement d'accord, le commerce, c'est essentiel. Enfin, c'est 100 milliards de déficit commercial. Si on réduit de 2/3 ce déficit, c'est 0 point de croissance de plus tous les ans pendant 5 ans. Donc c'est colossal en termes d'impact sur la croissance, sur l'emploi, mais aussi sur les recettes fiscales. Parce que si on relocalise l'équivalent de 65 à 70 milliards de production sur le sol français, ça, ce sont des ressources colossales en plus, sans avoir touché la fiscalité. Et l'autre point quand même sur lequel je voulais revenir, c'est la désertion fiscale. La désertion fiscale, elle est massive. On ne s'en rend pas bien compte. Il y a des chiffres qui circulent qui disent que c'est 60 à 100 milliards par an qui sont détournés par les multinationales et les plus riches. Je vais vous donner un exemple très concret qui a été abordé par Gabriel Zucman récemment. Il montrait que sur les profits des multinationales états-uniennes en Europe, il y a 175 milliards de profits. Ils planquent 100 milliards de ces profits en Irlande. L'Irlande, 2% de la population, 3% du PIB, 57% des profits. Donc il y a un jeu comptable qui est monstrueux et qui n'affecte pas seulement les profits, mais aussi même le chiffre d'affaires. Si vous achetez quelque chose sur Apple Store, quand vous achetez des logiciels Microsoft, c'est facturé directement depuis l'Irlande. Et ça, c'est quelque chose, ça ferait partie, je pense, ça serait quasiment la première décision à prendre par une nouvelle majorité souverainiste, ça serait de dire ce qui est vendu en France est facturé en France par une filiale française. Et elle sera donc soumise à toute la fiscalité française, parce que le poids de la fiscalité est artificiellement surélevé de plusieurs manières par notre déficit commercial, on achète beaucoup plus à l'extérieur, mais aussi par cette désertion fiscale et même du chiffre d'affaires qui est massive et qui est mal appréhendée, je pense, aujourd'hui, parce que il y a probablement des annonceurs qui n'ont pas forcément envie qu'on en parle trop, mais quand on regarde les auteurs qui travaillent un peu sur ces sujets, on se rend compte que les sommes en jeu sont colossales. En fait, il y a beaucoup d'argent qui sont détournés des recettes publiques et qui font qu'aujourd'hui, les profs sont payés au lance-pierre, qu'on n'en a pas assez, que les infirmières aussi sont payées au lance-pierre, qu'on coupe des postes de futurs médecins. Tout ça, en fait, est assez systémique. Donc ça, est-ce que je peux me permettre un deuxième point? Alors, petit point, une petite nuance avec Charles-Henri sur la dépense publique. Je pense que ce qui est très délicat dans les comparaisons internationales sur la dépense publique, c'est qu'on ne raisonne pas toute chose étant égale par ailleurs. Savoir qu'en France, nous avons conservé un service public qui est plus important qu'ailleurs. Nous, dans notre pays, 80% de la santé, c'est public. Pareil, en fait, sur l'éducation, où la part de l'enseignement privé est finalement dans la dépense, parce que même quand on va dans l'enseignement privé au collège ou au lycée, l'essentiel du financement reste public. Et quand on regarde et quand on creuse certaines statistiques, c'est marrant, c'est une étude qu'avait citée Dominique Seux, très libéral directeur de la rédaction des Échos. Il avait cité une étude de l'OCDE, il avait pris un chiffre pour dire « Oh là là, la France est horrible, on dépense trop ». Mais quand on regardait l'étude, en fait, ce qu'on voyait, c'est que sur nos services publics, y compris la retraite ou la santé, on ne dépense pas plus qu'ailleurs. Simplement, la différence que l'on a, et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait la différence entre ce qui est du ressort public et ce qui est du ressort privé, c'est que nous, on a choisi de garder un périmètre public plus important. Et je pense que pour les retraités, c'est aussi rassurant de se dire que la retraite est une retraite de répartition, parce qu'une retraite par capitalisation, on a vu ce que ça donnait aux États-Unis en 2008-2009. Effondrement du marché financier, les retraités à 85 ans, ils doivent aller retravailler dans les supermarchés parce que instantanément, leur retraite a fait moins 60%. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'on veuille comme modèle pour financer nos retraites. Mais du coup, ce choix-là fait qu'on ne compare pas les choses, toutes choses étant égales par ailleurs. Et quand on creuse justement ces analyses, on se rend compte qu'à périmètre équivalent, on ne dépense pas plus que les États-Unis ou l'Allemagne. On a aussi choisi de garder, par exemple, une grande partie de l'énergie publique. EDF est encore une entreprise publique. C'est un peu compliqué, mais c'est quand même public. Et tout ça, ça fausse un peu les comparaisons, parce que dans ces comparaisons internationales, on ne compare pas des choses totalement comparables. Et le service public français,
c'est quand même, enfin, c'était jusqu'au marché délirant européen de l'électricité, c'était une énergie bon marché, abondante, et si on n'était pas rentré dans ce marché de l'électricité, on aurait gardé cette électricité bon marché. Sur la santé, on avait quand même, jusqu'à il y a 20 ans, un des meilleurs systèmes de santé au monde qui était beaucoup moins cher que dans des pays qui avaient privatisé. Et sur la retraite, je vous ai parlé de l'exemple de 2008-2009, je pense que notre système par répartition est bien plus solide et surtout beaucoup plus stable pour nos retraités que les systèmes par capitalisation qui servent surtout en fait pour des fonds qui vont pouvoir prendre à chaque fois un petit peu d'argent sur tout ce qui serait mis en capitalisation. Merci, merci. Alors, juste une petite précision quand tu parlais, Kylian, tout à l'heure, pour donner un ordre de grandeur, des surspécialisations et des espèces de positions de monopole que possèdent certaines économies sur la production de certains objets. Je crois que c'est Taïwan qui produit 60 ou 65% des puces et des semi-conducteurs. Voilà, non seulement des puces, mais des composants également pour les puces. Donc ça vous donne une idée, effectivement, et on comprend mieux l'enjeu qu'il y a autour de l'île de Taïwan quand on a cette information en tête. J'y pensais justement à l'instant, cet exemple de Taïwan et de la production effectivement des microchips, donc des microprocesseurs. La question taïwanaise est vraiment la question, je veux dire, enfin c'est même c'est l'exemple archétypal en fait de cette surspécialisation dont on ne mesure pas vraiment les enjeux, mais sur cette production-là spécifiquement, l'enjeu n'est pas uniquement économique, il est pour l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller au supermarché si vous n'avez plus de microprocesseurs. C'est pas possible. C'est un problème de productivité, quoi, en fait. Il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire que l'avancée technologique que permet les puces se répercute sur l'ensemble de la chaîne, quoi. Ah oui, et puis c'est-à-dire que une fois que le dentifrice est sorti du tube, c'est difficile de l'y remettre. Donc c'est exactement lorsqu'on se met à utiliser que ce soit un outil technique de ce genre, ou même une nouvelle énergie, hein, d'ailleurs, parce que ça vaut aussi pour l'énergie, il est très difficile de revenir en arrière, ne serait-ce que parce que la production de richesse à facteur travail équivalent est beaucoup moindre. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus le bois pour produire de l'énergie ? Parce que c'est beaucoup mieux d'utiliser du charbon, du pétrole ou de l'énergie nucléaire, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus les moulins à vent et à eau ? Parce qu'on a plus efficace. Donc revenir en fait, il y a des effets de seuil. C'est simple, vous ne pouvez produire qu'une quantité limitée de richesse avec tant de quantité d'énergie ou tant de dispositifs techniques. Si vous ne les avez plus, la quantité de richesse produite diminue, elle diminue d'un coup. C'est-à-dire que c'est un peu un phénomène d'échange équivalent physique, hein. C'est-à-dire que emploi, ressources, si vous n'avez plus les ressources nécessaires, vous n'avez plus d'emploi possible, en fait, tout simplement. Ça me permet de rebondir sur mon deuxième axe de l'énergie. Je vais juste répondre pour ce qui est de la dépense publique française. Je comparais à la France, pas aux autres pays. Et sur la France, si on regarde l'évolution de la dépense publique en pourcentage du PIB, elle a largement augmenté. De même que si on compare l'évolution du PIB avec l'évolution du nombre de fonctionnaires, notamment avec le millefeuille territorial, on est sur des croissances bien supérieures à celles du PIB. Donc je ne comparais pas aux autres pays. Effectivement, il y a des différences de périmètre qui font que c'est très difficile de comparer aux autres pays. Pour ce qui est de l'énergie, c'est la clé. C'est ce que commençait à évoquer Kylian, parce que l'économie, ce n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Si vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de croissance économique. Et le problème à l'heure actuelle de la France, mais pas seulement, des pays européens, c'est qu'on a un gros problème énergétique pour deux raisons. Il y a le premier qui est le système absurde du marché de l'Union européenne de l'électricité qui fait que la France ne bénéficie pas en fait de la faiblesse de ses coûts de production grâce à l'énergie nucléaire, même si globalement nos coûts de production en électricité tendent à augmenter parce que on va sur de l'énergie renouvelable. Énergie renouvelable d'ailleurs financée à 9 milliards d'euros, c'est une autre piste d'économie quand je parlais tout à l'heure de la baisse des dépenses publiques. Le problème des énergies renouvelables, il est double. C'est que les énergies renouvelables, si le coût de production en tant que tel n'est pas énorme, le renouvelable, c'est intermittent. Et donc, quand c'est intermittent, c'est-à-dire que quand l'éolienne, il n'y a pas de vent, ça ne tourne pas. Quand il n'y a pas de soleil, le solaire, ça ne marche pas. Vous devez avoir recours à une énergie pilotable. Alors, ça peut être du nucléaire, mais bien souvent, c'est du gaz. Et le marché de l'Union européenne de l'électricité
le prix est fixé sur la dernière unité de production mise en œuvre. Or, quand vous avez beaucoup d'énergie intermittente, comme c'est le cas de l'éolien, du solaire, comme c'est le cas beaucoup en Allemagne, c'est bien souvent une centrale à gaz que vous ouvrez. C'est pour ça que schématiquement, on vous explique que le prix de l'électricité, en fait, est indexé sur celui du gaz. Le problème, c'est que forcément, ça pose un problème. Tous les particuliers ont vu leur facture augmenter d'à peu près 40%. C'est absolument énorme. Vous avez vu que dans le projet de loi actuel, même si le RN et d'autres se battent contre, il y a une hausse des taxes qui est prévue encore sur l'électricité et sur le gaz. Et le problème, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, l'Europe s'est déconnectée du gaz russe qui était bon marché. Et vous savez que dans l'industrie, notamment l'industrie lourde, et notamment ce qui est le cas de l'industrie allemande, vous avez recours massivement au gaz. Or, à l'heure actuelle, le prix du gaz en Europe, il est 4 fois plus élevé qu'aux États-Unis et il est 10 fois plus élevé que celui en Chine. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que quand vous avez des industries lourdes très énergivores, parfois ça va jusqu'à 60% du prix de revient. Donc c'est même plus une question de main-d'œuvre bon marché haute, c'est une question de prix de l'énergie. Quand vous avez de tels différentiels de prix de l'énergie, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que si vous avez un projet industriel, vous allez aller plutôt aux États-Unis ou en Chine qu'en Europe. Et à contrario, c'est même l'autre question qui se pose, c'est celle des délocalisations. Quand vous avez un prix de l'énergie qui est 4 fois plus élevé ou 10 fois plus élevé, vous vous posez la question, est-ce que je dois maintenir l'activité en Europe ou est-ce que je dois aller aux États-Unis et en Chine? Et ça, c'est un vrai problème. Il y a eu, je crois, il y a 2-3 jours dans les Échos un article qui expliquait que l'industrie chimique, par exemple en France, industrie qui a recours massivement au gaz et à l'énergie, il y a 1000 emplois qui sont en jeu parce qu'il y a des délocalisations. Donc là, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire nous parlaient en permanence de relocalisation. Quand vous regardez la part de l'industrie en pourcentage du PIB, elle a encore baissé depuis 2017. Donc il n'y a pas de réindustrialisation. Mais la question qui se pose, c'est qu'avec un tel prix de l'énergie en France et en Europe, vous allez au contraire avoir une deuxième vague de délocalisation. Et ça, c'est absolument dramatique pour les pays. C'est dramatique notamment dans la France périphérique et rurale dont je parlais quand je vous parlais tout à l'heure de la Nièvre et d'autres coins de France, parce que c'est typiquement le genre de département où vous aviez 3-4 grosses usines qui faisaient vivre tout le département. Pourquoi? Parce que quand vous avez un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de services qui sont liés. Et donc, on ne résoudra pas le problème du chômage qui n'est pas résolu, malgré ce que disent les macronistes. Il y a à peu près 6 millions de chômeurs quand vous prenez toutes les catégories. On ne résoudra pas le problème de l'emploi, on ne résoudra pas le problème de la balance commerciale s'il n'y a pas de relocalisation et de réindustrialisation. Et il n'y aura pas de relocalisation et de réindustrialisation sans énergie bon marché. Donc il y a plusieurs choses que la France peut faire à court terme là-dessus. Le premier, c'est bien évidemment de baisser la TVA et les taxes sur toutes les énergies. Pour ce qui est de l'électricité, on peut carrément revenir à un prix national de l'électricité, de telle sorte que votre facture peut baisser de près de 40%, mais vous savez que le fameux bouclier tarifaire et autres, ou même une baisse de la TVA, ça ne touche pas les entreprises. Et c'est la même chose pour les entreprises, pour la compétitivité des entreprises. De revenir à un prix national, ça serait une aubaine formidable pour la compétitivité des entreprises. La deuxième chose, au moyen terme, c'est évidemment de relancer la construction de centrales nucléaires, d'arrêter tout ce qui est construction qui est subventionné, qui nous coûte cher, qui marche mal, de solaire et d'éolien. Des EPR, on sait que si on les fait en série, ça peut faire 6-7 ans, donc Flamanville n'est pas un bon élément de comparaison à ce titre-là. On peut aller sur des projets plus courts, industriels, sur les petits réacteurs modulaires. Et il y a aussi le plus long terme, comme la France, ça on ne va pas le changer, n'a pas de pétrole, du moins très peu exploitable, n'a pas de gaz, ou très peu, même s'il y a du gaz de schiste. Il faudrait évidemment aller, pour ce qui est des intérêts de la France et compte tenu de notre production, aller à fond sur le nucléaire et d'aller sur une électrification maximum de l'économie. Donc si vous prenez court terme, moyen terme, long terme, c'est comme ça qu'on peut avoir une énergie bon marché en France et c'est comme ça qu'on pourra réindustrialiser. Et je vous expliquerai tout à l'heure, selon moi, quels sont les secteurs qu'on aurait intérêt à réindustrialiser avec le fameux protectionnisme intelligent filière par filière. Alors oui, ça, effectivement. Puisqu'on est sur le chapitre de la réindustrialisation, donc en ce moment, il y a quantité d'entreprises qui font faillite. Il semble qu'il y a un pic, un record absolu. Alors je suppose que c'est en partie lié aux questions de l'énergie, peut-être pas seulement. Il y a un autre obstacle qu'on nous oppose souvent, qui est celui de la monnaie. C'est-à-dire que
est-il possible de réindustrialiser dans le cadre d'une monnaie comme l'euro, sur laquelle nous n'avons pas de prise, ou très peu, et qui est trop forte pour notre économie? Donc, il y a un peu la question de l'œuf ou de la poule qui se pose pour les souverainistes de notre calibre. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut réindustrialiser, on nous dit oui, mais avec l'euro, ça va être très compliqué. Donc, on nous dit, dans ce cas-là, sortons de l'euro. Ah oui, mais si vous sortez de l'euro, comme vous avez un déficit commercial énorme, ça va être une catastrophe. Et donc, il faudrait que vous réindustrialisiez au début. Voilà. Et quel est votre sentiment sur cette espèce de paradoxe qu'on nous oppose parfois, un peu comme pour nous renvoyer à la marginalité, en quelque sorte? Il faut faire les deux en même temps. De toutes les façons, en fait, le cadre pose problème. Parce que, à la fois pour faire du protectionnisme ciblé ou intelligent, ou pour reprendre le contrôle en fait, de son destin monétaire, les deux sont totalement contradictoires avec l'Union européenne. Donc là, il y a un moment, il faut faire la rupture. Et ce n'est pas tellement une mesure avant l'autre, parce qu'il faut un ensemble politique cohérent. Et c'était les 4 points dont je parlais en introduction. Il faut mettre à la fois sur la table la monnaie, et donc une monnaie nationale, avec une monétisation de la dette publique raisonnable. Il ne s'agit pas de rentrer dans ce qu'a fait le Venezuela, mais plutôt de suivre le modèle du Japon, ou même ce que l'Europe a fait un petit moment, du protectionnisme ciblé, je pense, par filière, comme tu en parlais. Et toutes ces actions, mettre fin à la désertion fiscale, et ça impose aussi une rupture complète. Ça veut dire demain, on interrompt tout mouvement de capital avec les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Irlande. Parce que ces pays sont des parasites qui vivent sur les autres pays européens. L'Irlande à elle seule, juste sur les multinationales états-uniennes, il nous pique facilement 20 milliards de profits d'entreprises françaises qui sont déplacés en Irlande. Et ça, c'est juste sur des multinationales états-uniennes, uniquement sur l'Irlande. Donc le phénomène est massif. Donc ça, c'est de l'argent qui manque pour faire tout le reste. Et enfin, la reconstruction des services publics, comme tu le disais, avec un service public qui permettrait d'avoir un prix inférieur de 40%, ce qui ne serait pas rien pour justement lancer la réindustrialisation. Donc tout est lié. Merci beaucoup Laurent. Alors une précision, c'est le mécanisme pas d'évasion, mais d'évitement fiscal que tu décris. Il faut bien comprendre que c'est pas un accident de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est réellement pensé comme ça depuis le départ, même si ça n'a jamais été explicitement formulé. C'est pensé pour que le capital puisse délocaliser en quelque sorte ses profits, délocaliser sa main-d'œuvre là où c'est moins cher, délocaliser ses profits là où justement la fiscalité est la plus intéressante pour lui, et profiter, en ce qui concerne la France en particulier, à la fois d'un bassin de consommation qui est intéressant, parce que les gens ont plus de moyens, et d'ingénieurs, de tout un système de structure, notamment, qui est très souvent d'ailleurs, tenu ou cimenté par des services publics qui fonctionnent. Mais les services publics fonctionnent parce qu'il y a une base fiscale qui fonctionne. Donc en fait, ça ne peut pas tenir en quelque sorte. C'est vraiment du parasitage. Effectivement, le mot est parfait. C'est du parasitage pur et dur, quoi. Oui, il y a un vrai problème politique derrière l'énoncé qui a été martelé depuis au moins 2022 par Emmanuel Macron depuis sa réélection autour de la réindustrialisation. Le mot d'ordre n'est pas enrichissez-vous. On n'est pas sous Louis-Philippe. Donc le mot d'ordre, c'est se réindustrialiser. Donc quand on veut se réindustrialiser, ça veut dire d'abord qu'on a un projet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on doit aboutir à un certain objectif en fait. Et le problème, c'est qu'on ne met pas les moyens nécessaires, mais ne serait-ce que les moyens normatifs derrière cet objectif fixé. Quand on veut se réindustrialiser, tout d'abord, Charles-Henri l'a évoqué, il faut avoir derrière l'énergie nécessaire. L'énergie, ce ne sont pas des ânes, des chevaux et le bras des hommes. Pas uniquement en tout cas. Et puis pour les ânes et les chevaux, ce n'est plus du tout le cas. Donc il y a bien une production d'énergie, donc principalement d'électricité, à avoir. Ensuite, il faut fixer des objectifs de production. Qu'est-ce qu'on veut produire? Où? Comment? Et avec qui? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir une économie planifiée? Apparemment, non. Donc, ça veut dire qu'il faut bien se concerter avec des industriels et leur fixer des objectifs. Et je prends l'exemple de la voiture électrique. Donc, l'Union européenne se fixe comme objectif de faire disparaître la voiture thermique, en tout cas neuve. Bon, très bien. On envoie un signal aux constructeurs européens. N'investissez plus dans la R&D
en matière de voitures thermiques, ça ne servira plus à rien. Vous ne pourrez plus en vendre, en tout cas ici. Et comme effectivement l'Union européenne est le 3e marché mondial après la Chine, enfin, du moins, en nombre de consommateurs potentiels après la Chine et l'Inde, et que c'est sur les 3 le marché avec le plus haut niveau de vie, donc le plus haut pouvoir d'achat, on peut imaginer que ce soit quand même une grosse perte pour les constructeurs européens. Alors on leur envoie des signaux 2035, donc c'est bientôt, hein, quand on doit refaire des lignes de production, lorsqu'on doit développer de nouveaux modèles, etc., etc. Et parallèlement, finalement, on leur dit « Ah ben, ce sera peut-être pas 2035 parce que ça va être trop tôt. » En fait, c'est pas possible. L'objectif, c'est on doit produire et on doit ensuite vendre. Donc il faut y avoir un débouché, donc ensuite il faut aussi se ménager un débouché. Ça ne sert à rien de fabriquer pour ne pas vendre. Ça va échouer. Donc on a l'impression que, et en fait c'est pas qu'on a l'impression que c'est la réalité, c'est que la réindustrialisation, c'est comme l'éolienne, c'est du vent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de communiquer, d'en lancer des mots-clés qui vont être reçus positivement par la population, parce que la population, notamment les classes populaires françaises, ouvriers, généralement en couple avec des employés ou inversement, reçoivent positivement ce mot-clé comme étant pour eux une source à la fois de revenus lorsqu'ils sont en situation de précarité, mais retrouver aussi un mode de vie, toute la France industrielle, etc. Et derrière, il ne se produira rien. Par ailleurs, je vais terminer par là, mais il y a un risque, mais considérable, qui est déjà en partie réalisé, hein, de perte de vitesse sur le plan technique de l'Europe, et là, pas que de la France, de l'Europe entière, par rapport au reste du monde. Et je vous rappelle que nous sommes très bien placés pour savoir quelles conséquences ça peut avoir d'être en avance techniquement sur les autres. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, si nous prenons un retard trop significatif, notamment sur toutes les nouvelles technologies, que ce soit les biotechnologies, que ce soit l'informatique, que ce soit l'exploration et l'exploitation spatiale, que ce soit l'énergie, que ce soit la fission nucléaire ou la fusion nucléaire, ce retard va se payer non seulement économiquement, mais politiquement. Tout simplement, nous ne pèserons plus rien dans les instances internationales et nous serons dépendants de technologies que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'il y a aussi des pertes de savoir-faire. Des pertes, parce que mettre en place une ligne de production, c'est savoir comment produire ce que l'on veut produire. Donc le système de formation est également essentiel. Encore une fois, il est totalement à l'abandon. Ça sert aussi à ça, un service public. Hein. Ce n'est pas simplement un coût. C'est aussi permettre à l'économie de bien tourner parce qu'on a une main-d'œuvre formée, on a une main-d'œuvre en bonne santé, et on a une main-d'œuvre qui peut travailler éventuellement plus longtemps sur des machines plus complexes, donc sur un système de production plus complexe. Si nous ne sommes pas capables d'affronter ces défis, nous finirons comme l'Argentine. C'est-à-dire qu'en 1910, l'Argentine est dans les 15 premières puissances mondiales, même peut-être les 10, il faudra vérifier. Bon, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine est dans un marasme dont elle n'est jamais sortie. Donc c'est ça vraiment le risque, hein. C'est de tomber dans une spirale et de ne plus pouvoir en sortir. On peut ajouter sur les services publics que effectivement ils permettent d'une stabilité que ne permet pas les jeux du marché, quoi. Ça permet d'extirper toute une partie, donc de la formation en l'occurrence, des contingences du marché, quoi. Ça c'est une première chose. Pour les voitures électriques, il y a quelque chose de très drôle qui correspond tout à fait à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce, oui, alors en 2035 on arrête les voitures thermiques, et puis un peu après, on a vu se développer. Au fait, où est-ce qu'on va construire les batteries ? On a besoin de batteries. Alors, on a vu apparaître des grands projets de méga usines de batteries. Ils se sont dit tout à coup, ah oui, tiens, il nous faudrait des roues, il nous faudrait des volants, il nous faudrait des batteries. On n'a rien de tout ça. Donc, c'est vous dire un peu le degré quand même d'impréparation de ces zozos. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais laisser Charles-Henri l'honneur de conclure. Je vais juste rebondir là-dessus. C'est d'autant pire quand non seulement il y a eu, on ne sait pas faire des batteries, et il y a aussi, c'est bien gentil la voiture électrique, mais il faut de l'électricité pour ça. Et l'Union européenne n'a eu de cesse de saccager l'électricité, à la fois par le marché de l'électricité de l'Union européenne, parce que le but c'était quoi ? C'est de pouvoir mutualiser, donc de baisser la production en fait, d'électricité dans tous les marchés en se disant en fait l'Allemagne va pouvoir m'aider ce jour-ci, etc. Plutôt que d'être en autonomie et d'avoir une surcapacité de production d'électricité, ce qui était le cas auparavant. Et il y a en plus le saccage de l'énergie nucléaire, tout le monde le sait. L'Union européenne a tout fait, et notamment les Allemands, pour saccager le nucléaire. Donc c'est d'une incohérence totale, parce que si on remplace demain tout le parc automobile thermique français par de l'électrique, il faudrait à peu près 15 centrales nucléaires de plus.
on en est très loin. 2035, c'est demain. Donc évidemment que ça ne marchera absolument jamais. Et je finirai juste sur l'industrialisation. Je vous ai dit qu'il y a des secteurs prioritaires qu'on peut mettre en place. Il y a ceux qui sont simples à mettre en place du fait du tissu français. Je pense notamment à tout ce qui est santé. Je pense à ce qui est produit d'ameublement. On a les forêts, mais on fait ça en Chine, on le rapatrie. Et je pense aussi à tout ce qui est production agroalimentaire. On a toutes les capacités en France pour relocaliser assez rapidement. Il y a après les 3 secteurs d'avenir qui sont clés à relocaliser ou même à commencer à produire, tout ce qui est robotique, tout ce qui est numérique et intelligence artificielle. Et enfin, 3 secteurs qui sont clés pour la souveraineté de la France, l'armement, quand on sait que les fusils d'assaut de notre armée, même les pistolets de nos policiers, etc., ne sont plus produits en France. Il y a la dimension également du nucléaire, l'énergie de 4e génération. Si la France avait le nucléaire de 4e génération, on a, avec les déchets nucléaires sur le sol français, on a de quoi produire de l'énergie pendant 2000 ans. Donc c'est une souveraineté énergétique totale pour la France si on met en route cette technologie. Et enfin, la dimension aérospatiale aussi qui est clé pour la souveraineté de la France. Donc je pense qu'avec ces secteurs-là, on aurait de quoi faire. Et pour ce qui est du protectionnisme intelligent, évidemment, il ne faut pas tout augmenter au niveau des droits de douane de manière uniforme parce que sinon, vous massacrez le pouvoir d'achat des Français. Le protectionnisme intelligent, c'est de le faire filière par filière pour relocaliser, mais sans faire mal au pouvoir d'achat des Français. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Cette table ronde sur les priorités économiques pour les finances souveraines. Et maintenant, il nous reste à peu près quoi, 1 heure, 3/4 d'heure pour les questions. Une demi-heure. J'étais trop généreux. Alors, bon, oui, donc ça commence. Dans le fond, on va commencer par une dame. Bonjour, merci. C'est une question pour Laurent Herblay, mais je pense qu'il concerne les deux autres. Sur le débat de la poule et l'œuf, est-ce qu'il faut d'abord sortir de l'euro pour réindustrialiser, mais si on sort de l'euro, on commence par aggraver le déficit commercial. Donc, Monsieur Herblay, vous avez répondu en disant qu'il faut faire les deux en même temps. Donc la question, c'est que sortir de l'euro, c'est une action ponctuelle, réindustrialiser, je ne sais pas, il faut 5 ou 10 ans. Comment vous gérez le timing là? Est-ce qu'on va faire durer les négociations pour sortir de l'euro le temps qu'on réindustrialise? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Deux réponses là-dessus. Je pense que dans la sortie de l'euro, pour un gouvernement souverainiste, c'est immédiat. C'est sans doute la première décision politique à prendre. Et quand on sort de l'euro et qu'on revient à un nouveau franc, le déficit commercial ne va pas forcément s'accentuer. Parce que comme le nouveau franc verrait sa valeur diminuer, ça aurait un effet qui ferait que les véhicules venus d'Allemagne seront 10, 15, 20% plus chers. Ils en vendront moins en France. Et à contrario, beaucoup de produits français deviendraient plus compétitifs à l'export. En général, quand il y a une dévaluation, c'est plutôt pour redynamiser le commerce extérieur que pour le plomber. Donc en fait, ça n'aurait pas forcément un impact négatif. Et deuxièmement, je suis complètement aligné avec ce que disait Charles-Henri. Moi, j'appelle ça un protectionnisme ciblé. C'est qu'immédiatement, évidemment, il ne faut pas se mettre à construire des barrières uniformes à tous les pays du monde. Bon, même si l'ampleur de notre déficit en fait, nous donne pas mal de marge de manœuvre. Mais il faut cibler les secteurs où l'on sait qu'on peut produire plus, vis-à-vis de pays qui ont déjà en fait, un excédent vis-à-vis de la France très important, et où s'ils mettaient en place des mesures de rétorsion, en fait, nous pourrions avoir des mesures de rétorsion encore plus fortes à leur égard. Et ça, d'ailleurs, ça suppose aussi d'être en dehors de l'Union européenne, parce que c'est ce qui nous bloque vis-à-vis de la Chine. On a un tel déficit commercial. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de taper sur le cognac français pour essayer de nous influencer pour qu'on soit plus gentil avec eux. Mais si on était juste dans un dialogue de 1 à 1, s'ils tapaient sur le cognac français, pour leur dire vous êtes bien gentils, on va vous mettre 30% de plus sur tous les meubles, 30% de plus sur tous les vêtements, et vous allez moins rire parce que vous avez 30 milliards d'excédent sur la France. Votre excédent, on peut le faire passer à 10 milliards. Et donc là, on peut rentrer dans des choses un peu plus programmées, un peu plus ciblées, un peu plus civilisées, mais c'est d'une manière ciblée à la fois vis-à-vis des pays qui ont de trop forts excédents à notre égard, et de filières où on sait qu'on peut plus facilement monter. Je suis largement d'accord sur les filières évoquées.
Juste sur la sortie de l'euro, il faut bien se rendre compte que si la décision effectivement est immédiate, elle prend effet au moment où la loi est promulguée, enfin c'est ça, c'est pas une loi, hein. On fait une loi, on décide que la monnaie désormais s'appelle le franc, etc., et avec les institutions associées, la Banque de France, etc. Oui, alors en fait, la décision. Enfin, oui. Mais il faut bien voir. Le dispositif terminal serait législatif, mais il y a les mesures provisoires peuvent être prises de manière réglementaire beaucoup plus rapidement et même de manière presque cachée en fait. Oui. Mais surtout, ça se prépare, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement souverainiste tel que le nôtre gagne les élections et 2 semaines plus tard, on est sorti de l'euro. C'est pas comme ça que ça fonctionnera. On dira voilà, on a ça, on se met un horizon de plusieurs années et là, on prépare la sortie. Ce qui permet en fait d'amortir l'effet de rupture que l'on peut craindre en fait. Et juste concrètement, le problème du renchérissement des importations, ça se poserait essentiellement pour tout ce qu'on ne produit pas en France. Donc typiquement, tant que la filière n'est pas relancée, c'est ce qu'on expliquait, il n'y a aucun intérêt à augmenter les droits de douane dessus pour ne pas faire du mal au pouvoir d'achat des Français. Le premier poste qui augmenterait, ce serait celui de l'énergie, essentiellement la facture pétrolière ou gazière. Et dans une activité qui serait redynamisée, c'est possible de baisser la fiscalité pour contrecarrer la problématique du renchérissement du coût de la matière première. En sachant que pour l'essence, typiquement, vous avez sur le prix à la pompe, c'est 60% de taxes, donc il y a de la marge de manœuvre. Merci. Pour moi, il y a un éléphant au milieu de la pièce qui a été très peu évoqué, ce sont les retraites. Les retraites, c'est 337 milliards de dépenses par an. Avec des retraités qui ont cotisé en moyenne, je dis bien en moyenne, 2 fois moins que ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, qui ont un taux d'épargne bien supérieur aux actifs en moyenne, alors que ça devrait être, à mon avis, l'inverse. La retraite, c'est fait pour liquider, entre guillemets, son patrimoine et pas pour épargner. Que pensez-vous de mettre à contribution les retraités en diminuant les retraites géantes? Voilà. Alors, je pense que là, en fait, c'est le discours ambiant. C'est le discours ambiant, en fait, qui est un discours qui se développe depuis pas mal de temps. Je pense que c'est une logique d'alignement par le bas. Ça. Je suis d'accord qu'en effet, il y a des études qui montrent que les retraités ont des revenus légèrement supérieurs à la moyenne. Néanmoins, il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, les retraites ont souvent été gelées ces dernières années, donc ils ont perdu du pouvoir d'achat. Depuis pas mal d'années, il y a eu beaucoup d'années où il y a eu 0 augmentation. Je pense que la logique, et c'est ce que j'ai essayé de montrer au début, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui échappe en fait, à la collectivité et qui permettrait de financer raisonnablement les retraites. Et la logique, c'est plus en fait de permettre aux salariés de gagner plus, de recréer des emplois. Il y a un chômage de masse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une précarisation, que les gens sont payés de moins en moins bien, qu'un professeur débutant qui touchait plus de 2 SMIC au début de sa carrière, il y a 40 ans, maintenant touche 1,2 SMIC. Je pense que c'est plutôt par la revalorisation d'un certain nombre de métiers que là, on remettra finalement les actifs à un niveau de revenu suffisant. Je pense que c'est plus cette logique qu'il faut avoir que de se dire on va taper sur les retraités, parce que de toutes les façons, taper sur les retraités, ça nous fera du mal à tous, parce qu'on sera tous perdants, parce que cet argent en moins qu'ils auront, ça sera l'argent en moins qui ira en France, ça sera la précarisation, ils achèteront plus de produits importés, et j'aime pas trop cette logique de déporter sur d'autres personnes. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout ma logique. Oui, bonjour. Sébastien, donc, moi je suis en fait un militant de Solidarité et Progrès, donc je voulais vous remercier notamment pour l'accueil et l'ouverture à un combat commun. Ma question, c'était un peu d'élargir à l'international, et notamment parce que là se joue quelque chose de très important dans les prochains jours. Vous savez, il y a un sommet à Kazan des BRICS, et les BRICS et d'autres pays qui se greffent à cela essayent d'envisager en tout cas un nouveau système de paiement international. On parle même d'une monnaie des BRICS, mais ça c'est beaucoup plus théorique que pratique, parce qu'il faut être réaliste aussi. Ma question, c'est comment vous voyez le rôle de la France et son rôle économique dans ce système de domination du dollar qui est remis en cause par une partie du monde dans laquelle la France ne se situe pas actuellement,
et comment vous verriez, voilà, notamment votre combat politique dans ce domaine-là. J'élargis un peu les choses, mais je ne sais pas si ça rentre dans ce panel, mais je voulais votre réponse là-dessus. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. Je vais prendre le risque de faire une Eli Whitney. Alors, je vais vous dire, Eli Whitney, c'est un mécanicien du Connecticut de la fin du XVIIIe siècle. Je fais vite. C'est l'inventeur de l'égraineuse à coton. Voilà. Et en fait, il pensait que l'égraineuse à coton, en supprimant du travail humain exercé par des esclaves, on est aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, pensait que ça allait provoquer et ça allait accentuer ce qu'il pensait être la désuétude de l'esclavage, et ce que toutes les élites américaines à l'époque pensent. Résultat des courses, Eli Whitney est un des hommes qui s'est le plus trompé de l'histoire de l'humanité, puisque l'égraineuse à coton a au contraire renforcé l'esclavage et l'a pérennisé pour 70 ans. Donc je vais prendre ce risque-là. Je vais prendre le risque de dire que la domination internationale du dollar finira par tomber toute seule. Elle peut être accélérée, mais que la domination internationale du dollar était due, et donc aujourd'hui nous vivons un effet d'hystérèse, c'est-à-dire qu'en fait les causes ont disparu mais les conséquences se maintiennent. La domination internationale du dollar était due à la position des États-Unis à la fois dans la gestion internationale du stock d'or, qui finalement a pris fin avec les accords de Bretton Woods, et dans sa position dans le commerce international. À savoir que les États-Unis sont restés jusque dans les années 70-80, même 80, le géant industriel mondial, et il était impossible d'exercer la moindre activité dans le moindre secteur sans entendre à un moment parler des États-Unis. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc je pense que cette domination va s'effondrer, voilà, pour le dollar. Donc en fait, Kazan ou pas Kazan, BRICS ou pas BRICS, je pense que c'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, ça se voit déjà. La place du dollar dans les échanges internationaux tend à diminuer. Donc bonjour à tous. C'est une question concernant la dette de la France. Est-ce que vous pensez que pour la France, il y a un risque de défaut de paiement de la dette? Pas à court terme, parce que si vous regardez, j'en parle d'ailleurs quand je fais l'analyse du pourquoi c'était une aberration d'avoir recours aux emprunts indexés sur l'inflation, malgré l'énorme niveau de dette et la situation macroéconomique de la France qui n'est pas très enviable. C'est un petit peu ce que disait Kylian, c'est que globalement la croissance mondiale n'est pas extraordinaire. Le nombre de pays solides n'est pas non plus légion. Et quand vous regardez, la dette française est encore très demandée. La dette française à taux fixe, là, pas celle des emprunts indexés sur l'inflation. Grosso modo, à chaque syndication ou adjudication, vous avez 2 fois plus de demandes que vous n'avez d'offres. On serait beaucoup plus proche du défaut s'il y avait la demande qui commençait à se raréfier compte tenu du fait que la France, avec le niveau d'endettement qu'elle a besoin de lever, je crois que ça va être 300 milliards à peu près cette année, donc on a besoin de lever de plus en plus d'argent. Et effectivement, si la France n'était plus en capacité de lever cet argent-là, on serait proche du défaut de paiement. Le problème qu'on a sur le long terme, c'est que la France rentre de petit à petit dans ce qu'on appelle une trappe à dette, et c'est-à-dire que le niveau en fait, même des intérêts que l'on paye chaque année maintenant va devenir supérieur à la croissance du PIB. Et donc vous avez beaucoup de mal à vous en sortir quand c'est le cas. Et la France, petit à petit, c'est pour ça que je disais que l'endettement devient de plus en plus un problème, la France, petit à petit, rentre dans ce schéma-là. Et c'est aussi le cas d'ailleurs d'un pays comme l'Italie, même si eux dégagent ils ont un excédent primaire. Mais l'enjeu ne se pose pas à court terme, il peut se poser à moyen terme si jamais il n'y a pas de rétablissement des finances publiques. Alors, Brice Amar, député suppléant de l'Oise et vice-président de Impulsion Gaulliste, je voulais par ailleurs remercier Reprenant le contrôle de nous avoir invités. Je voulais rebondir sur les propos de Kylian sur l'innovation et le savoir-faire. Il y a une inside joke, comme on dit, aux États-Unis qui dit que les USA innovent, la Chine copie et l'Europe se contente de légiférer, réguler. Donc on voit que la France accuse un retard dans les secteurs comme l'IA, le cloud souverain, la blockchain. Et d'après vous, comment la France pourrait-elle encourager davantage la R&D, l'innovation dans ces domaines stratégiques? Donc pourquoi ne pas plutôt que simplement réguler
créer un cadre favorable à l'innovation technologique avec des mesures bien précises comme la reconnaissance de la preuve blockchain ou des incitations fiscales adaptées. Comment voyez-vous les choses? Je peux y répondre. Il y a effectivement incitation fiscale. Il y a aussi le problème des normes. J'en ai parlé tout à l'heure dans le coût. Le norme total, le coût d'application des normes de l'Union européenne par année en France, c'est un coût dont on parle jamais. Moi, j'en parle très souvent. C'est maintenant 47 milliards d'euros par an. Donc, c'est un coût qui est énorme. Il y a une partie en plus, c'est l'entreprise publique, donc c'est la dépense publique directe. Et il y en a, c'est un surcoût pour les entreprises privées, forcément, ce qui n'aide pas à leur compétitivité. Effectivement, on voit que l'Union européenne est toujours à la clé et à la manœuvre pour réguler de plus en plus. Et la blague ou le mème qui tourne beaucoup sur Internet, c'est effectivement l'Union européenne a inventé, vous savez, le fameux bouchon qui est collé à votre bouteille sur de la norme. Et pendant ce temps, vous avez la Chine qui fait des robots et vous avez les États-Unis qui sont à la pointe sur l'intelligence artificielle. Donc il y a un vrai problème là-dessus et rien n'est fait d'un point de vue à la fois fiscal et normatif pour que ça se développe en France, mais c'est en grande partie du fait de l'Union européenne pour la partie normative et sur la question fiscale, il y a une dimension aussi française. En fait, il y a un déficit d'idées. Hein. C'est le problème. Donc, l'avantage du droit, c'est que tu as besoin d'avoir des idées pour faire du droit en tant que tel, enfin, sans préjudice des juristes qui sont dans la salle. Mais tu peux ne faire qu'appliquer des recettes déjà connues, tu vois. Alors qu'évidemment, quand il s'agit de créer industriellement ou scientifiquement, à un moment donné, il faut avoir de l'intelligence, et pas artificielle en l'occurrence. Oui, alors Stéphane Morel, secrétaire général de Nouvel Essor Français, un jeune mouvement politique proche de vos idées. Vous ne m'avez pas invité, mais je suis venu et je suis très, très, très heureux d'être là parce qu'on partage votre constat, on partage vos moyens et une petite différence juste sur la stratégie. Le constat, il est simple, c'est que la France s'effondre sous le poids de sa dette, sous le poids de l'immigration et sous le poids d'une technocratie absolument insupportable. Ça, c'est le constat, on est en accord. Les moyens, c'est que le peuple français doit retrouver la maîtrise de son destin et pour ce faire, il doit retrouver sa souveraineté. Et la petite divergence, c'est... Alors, vous avez changé de nom, mais vous appelez quand même à l'origine Génération Frexit. Nous, on n'est pas contre le Frexit, mais pour utiliser un langage militaire, pour nous, le Frexit, c'est c'est la dissuasion finale, si vous voulez. Mais avant le Frexit, nous, on est plutôt pour le Bruxit, c'est-à-dire remettre la Commission européenne sous le contrôle des chefs d'État et de gouvernement et en faire ce qu'elle aurait dû être depuis le départ, c'est-à-dire un simple secrétariat. Et de ce point de vue-là, on est tout à fait dans l'Europe des nations, l'Europe que voulait le général de Gaulle. Merci. Oui, tout d'abord, félicitations à l'ensemble des intervenants. Ma question est très simple. Comment défendre la paix? Car aujourd'hui, il y a un risque, bien entendu, avec le réchauffement climatique, mais il y a aussi un risque d'hiver nucléaire. Il y a un risque non négligeable aujourd'hui de voir la paix mondiale menacée par une escalade, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit Chine-Taïwan, et comment une France indépendante pourrait œuvrer pour la paix. En première approche, en première approche, une France qui est dans l'état économique dans lequel elle est, enfin Kylian en parlait tout à l'heure, on le voit bien, ne pèse de toute façon pas du tout dans le concert international. Donc je dirais, enfin c'est dans ce cadre-là effectivement que ta question est pertinente. Après, effectivement, les recettes exactes, je ne sais pas. Il y a la théorie, il y a la pratique. C'est-à-dire que en théorie, étant sensible et depuis toujours dans l'héritage gaulliste diplomatique, la France devrait être en quelque sorte l'arbitre au milieu et ne pas prendre parti, être le pays qui recherche la paix. Ça, c'est la théorie. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la voix de la France elle est complètement décrédibilisée, surtout après 7 ans d'errance diplomatique d'Emmanuel Macron, où personne ne sait sur quel pied danse la France. Tout le monde sait que la France est dans un système de vassalisation vis-à-vis des États-Unis. On l'a vu notamment à la non-réaction à l'affaire Nord Stream.
Et donc la France devrait être cette puissance d'équilibre. Maintenant, le côté pratique, c'est que qui va amener à la fin de la guerre en Ukraine, c'est une éventuelle élection de Trump. Et là-dedans, la France, elle a malheureusement pas son mot à dire et elle est quelque part reléguée dans les rangs de l'histoire. Je pense que tout va se jouer le 5 novembre. Alors Trump, fanfaronne certainement, ça va pas être en 24 ou 48 heures, mais je pense qu'une élection de Trump peut mettre fin assez rapidement à ce conflit et à la guerre en Ukraine, voire même au Proche-Orient, même si ça va être beaucoup plus compliqué. La réponse était juste pour un complément sur le dollar. En fait, au niveau des élites américaines, elles sont très conscientes de l'importance du dollar dans la puissance américaine. Et par exemple, Trump, qui est très bien vu dans la sphère souverainiste en France, a fait des déclarations comme quoi il engagerait des mesures de rétorsion, s'il est élu, contre les pays qui n'utiliseraient plus le dollar. Donc voilà, non seulement ils en sont conscients, mais ils vont bien lutter contre la dédollarisation. Après, sur la partie informatique, il faut voir que, par exemple, sur tout ce qui est les solutions de type cloud, il y a une prime au premier qui propose la solution qui est absolument énorme. Et donc, sans aucune mesure de protectionnisme, il est juste impossible de rattraper un Google, un Amazon ou un Microsoft. Surtout s'ils engagent les mécanismes de défiscalisation dont on a parlé, etc. Ça rend un acteur français ou même européen totalement impuissant. CF, l'exemple de Cairo, qui a disparu. Voilà, bon, c'était tout. Oui, donc idée d'un juriste, du coup, pour reprendre la pique lancée. Non, effectivement, je voulais avoir votre avis sur une réflexion, c'est-à-dire que dans le débat, quand on en parle autour de nous, on dit oui, il faut réindustrialiser. Bon, nous, on est relativement convaincus sur l'intérêt de la sortie de l'euro, etc. On ne va pas gloser là-dessus. Mais quand on en parle, on dit ok, il faut réindustrialiser. Les gens nous disent dans ce cas-là, il nous faut du pognon. Et là, on se retrouve avec la situation financière de l'État. Et quand bien même on retrouverait du pognon, les gens nous disent mais on n'a plus confiance en l'État. On n'a plus confiance en l'État pour prendre la main, par ce qui s'est passé ces dernières décennies, pour prendre la main sur des investissements massifs, stratégiques français. Et dans l'ensemble des sources de pognon, entre guillemets, j'utilise volontairement le terme, mais qui peuvent être utilisées pour justement cette réindustrialisation, ces investissements stratégiques, il y a un peu un angle mort, c'est l'épargne. Le montant de l'épargne et du capital des Français et des entreprises françaises est relativement monumental. On est un peuple qui thésaurise beaucoup. Ma réflexion, c'est est-ce qu'il n'y a pas des moyens, notamment par des exonérations d'impôts sur le capital, par la fiscalité, de faire finalement un grand plan d'investissement stratégique où l'investisseur serait non pas l'État directement, mais les Français en tant qu'actionnaires. Voilà, je voulais vous partager un peu cette réflexion et avoir votre avis. Dans le cadre en fait d'un grand plan de réindustrialisation, je pense qu'il y a deux choses à dire rapidement. C'est pour redonner de la confiance, ça serait peut-être reparler de planification, parce qu'après tout, la France a su faire ça dans certains domaines. Alors, les plans, ça n'a pas toujours marché, hein, il y a eu calcul, mais fait d'une certaine manière, ça pourrait redonner de la confiance. Et en effet, il pourrait y avoir des dispositifs qui permettraient des financements mixtes. Et là encore, je reviendrai un peu à une de mes marottes. Une banque centrale nationale, ça peut permettre d'aider à financer ça. Oui, rapidement, effectivement, la France, l'économie française et la société française en général, a une structure de financement qui est très particulière puisque nous avons recours massivement au financement bancaire. Et il est très difficile de flécher l'épargne vers du financement de sociétés d'entreprise, puisqu'en fait l'épargne française sert principalement à acheter des obligations, principalement des obligations souveraines. C'est une épargne donc peu risquée, puisque le risque de défaut sur des dettes est faible, alors surtout en Europe, je ne dis pas qu'il est inexistant, mais il est faible. Et même si le taux d'intérêt est servi, donc le coupon est faible, ce n'est pas ce qu'on cherche. En fait, on cherche à mettre à l'abri son argent. Et la Banque Centrale Européenne elle-même, depuis plusieurs années, au niveau de ses normes macro-prudentielles, essaye de faire en sorte que l'épargne des Européens, et notamment des Français, aille vers le financement de l'économie. Donc oui, nous aurons besoin de financement massif, et effectivement, il faudrait mobiliser l'épargne française vers le financement de sa propre économie. Ce serait l'idée.
Alors ça implique néanmoins de contrôler les sorties de capitaux, hein, parce que bon, sinon c'est du transfert financier à l'étranger. Enfin, ça pourrait aboutir à cela. Et deuxièmement, ça implique d'inciter les Français à recourir à des produits financiers qui aillent vers le financement de l'économie. Bon. Donc soit ça peut être à travers le fisc, effectivement, à travers les incitations fiscales. Aujourd'hui, on incite beaucoup les Français à prendre de l'assurance vie. Est-ce qu'il faudrait probablement revenir sur ce paradigme? Mais le problème, c'est que les Français sont devenus très attachés à l'assurance vie. Donc, et c'est le produit financier préféré des Français. Bon, voilà. Donc c'est un vrai problème. Et deuxièmement, nous avons un autre problème, c'est que notre secteur bancaire est hypertrophié par rapport à notre économie. Nous avons plusieurs banques, alors je ne sais plus exactement combien, 3 ou 4, qui sont dites too big to fail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de les perdre, sinon l'ensemble de l'économie marchande se casse la gueule. C'est ce qui s'était passé, c'est ce qu'on a craint en 2007. Hein. Et donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ces banques soient en bonne santé financière, ce qui n'est déjà pas forcément le cas. Donc si en plus on fragilise encore leur position au sein de l'économie française, il y a un vrai risque, puisque les banques, et je terminerai là, contrôlent deux instruments vitaux dans une économie marchande comme la nôtre, les dépôts et les moyens de paiement. Donc il faut absolument qu'elles survivent, ou alors il faut les suppléer, comme on l'a fait avec le marché secondaire, mais bon. Moi j'ai une question sur depuis la fin du Covid, on constate une baisse de la productivité en France. Il y a l'emploi qui augmente plus vite que le PIB. Comment l'expliquez-vous et quelles solutions vous proposez à ce problème qui est quand même essentiel dans un cadre de réindustrialisation si on a une productivité qui baisse? Là, le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu le fruit de l'ubérisation, de l'auto-entrepreneuriat. En fait, on a construit une économie qui développe plus facilement des emplois à très faible valeur ajoutée. C'est à partir du moment où, en plus, on laisse rentrer tous les produits industriels dans notre pays, qu'on a un prix du travail qui est un peu plus élevé que la moyenne, on a en fait beaucoup d'emplois à forte valeur ajoutée qui disparaissent, aussi avec des délocalisations qui sont aussi bien industrielles que certains emplois de services, hein, qui aujourd'hui peuvent être délocalisés en Europe de l'Est, voire même en Asie. Et parallèlement, en fait, les seules choses qui se développent, parce qu'on fait du dumping social, ce sont les emplois à très faible valeur ajoutée. Ça, c'est l'ubérisation de la société, c'est forcément une productivité qui est plutôt en berne. Enfin, j'ai l'impression aussi que, en fait, on a embrayé sur une société de services. Et a fortiori, les services ne sont pas forcément productifs. C'est facile de calculer la productivité d'une usine, d'une chaîne de production. Bon, ça, on voit combien d'unités produites par travailleur, etc. Mais dans une société de services, c'est compliqué. Et si on prend d'ailleurs le service de base qui est restauration, tourisme, etc., on voit que les pays qui vivent essentiellement du tourisme et de ce genre de choses, ne sont pas des pays très productifs, ne sont pas des pays très développés non plus en règle générale. Donc malheureusement, c'est ce vers quoi on se dirige. Et donc là, il y a quand même une pente extrêmement glissante. Mais je pense que c'est plutôt le symptôme que la cause, là, pour le coup. Oui, enfin, en fait, c'est le problème d'une économie en voie de désindustrialisation croissante, c'est que les gains de productivité, on les observe surtout sur l'industrie. Hein. Les plus gros gains de productivité de l'histoire sont faits dans les années 30 aux États-Unis et en Europe dans les années 50-60, avec le Taylorisme, le Fordisme. Et on s'attendait à ce que l'informatique, à la fin, dans les années 90, c'est ce qu'on disait, hein, l'informatique permette de réaliser d'énormes gains de productivité dans les services. Et en fait, ça n'a jamais été mesuré. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et forcément, et dans une économie comme l'économie française, le niveau de productivité stagne ou diminue tendanciellement parce qu'en fait dépend de facteurs qui sont humains ou qui sont infrastructurels et qui ne sont pas dépendants de la production en elle-même du produit, c'est-à-dire du service. Merci beaucoup. Bon, du coup, je vais faire assez vite. Mario Draghi a remis il y a quelques semaines à von der Leyen un rapport important qui s'appelle « Le futur de la compétitivité européenne ». Un rapport évidemment très négatif sur la compétitivité à l'échelle de l'Union européenne. Mario Draghi recommande fortement, bon, évidemment non seulement de saisir l'épargne des Français et des Européens. La deuxième recommandation, c'est de créer des bons du Trésor à l'échelle de l'Union européenne. Donc créer de l'endettement commun à l'échelle de l'Union européenne,
Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Non seulement c'est quelque chose qui a évidemment été toujours rejeté par l'Allemagne et par la France pour des raisons évidentes, qu'on n'a pas envie de s'endetter pour d'autres pays. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va aller prochainement qu'on va franchir le Rubicon et qu'on va commencer à faire de l'endettement commun à l'échelle de l'Union européenne? Et qu'est-ce que vous pensez éventuellement de faire un plan de relance à l'échelle de l'Union européenne pour réindustrialiser l'Union européenne? Alors je vais répondre comme c'est un de mes dadas. Là-dessus, il faut savoir qu'il y a déjà eu un financement commun. C'était le plan de relance de l'Union européenne pour la période post-Covid, qui est un fiasco total. À la fois parce qu'il y a tout un tas de fonds qui ont été débloqués qui n'ont pas encore servi au projet. C'est ce qu'a révélé la Cour des comptes européenne. Donc ça marche très très mal. Aussi parce que pour un plan de relance, généralement, il faut relancer fort très vite. En l'occurrence, les fonds arrivent au fur et à mesure et vous avez des fonds qui vont arriver jusqu'en 2026, donc complètement ineptes d'un point de vue du fonctionnement. Et après, il y a l'intérêt national. Est-ce que la France avait intérêt à faire ça? Est-ce que la France a intérêt à des emprunts communs? La réponse est évidemment non, pour deux raisons. La première, c'est que structurellement, toute dépense de l'Union européenne, la France surpaye. On paye 18,5% de toute dépense de l'Union européenne, alors qu'on en reçoit bien moins. Au moment, donc c'était juillet 2020 que l'accord a été conclu, j'expliquais déjà que ce plan de relance de l'Union européenne serait une arnaque pour la France, parce que la France devrait payer 80 milliards d'euros pour n'en recevoir que 40. Donc ça veut dire que si on perd 40 milliards d'euros en net, aucun chef d'entreprise ne signerait ça, même un demeuré ne le ferait pas, Emmanuel Macron lui l'a fait. Et ensuite, il y a le problème de la gestion où l'Union européenne, contrairement à ce qu'on veut nous dire, est un très mauvais gestionnaire. C'est le scandale que j'ai révélé il y a de ça maintenant plus d'un an. C'est-à-dire que naïvement, moi je pensais en tant que financier que c'était des gens qui étaient intelligents, qui allaient faire ça, et je me disais qu'ils allaient tout emprunter dès 2020 quand vous aviez des taux d'intérêt à taux négatifs ou très faibles. Et je me suis rendu compte tout début 2023 qu'en fait c'est pas du tout ce qu'ils avaient fait, qu'il restait 636 milliards d'euros empruntés. Sauf que les taux ils sont plus du tout à zéro, ils sont à plus de 3%. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un taux d'intérêt qui va être résiduel, à l'échelle de l'Union européenne, c'est près de 240 milliards d'intérêts qui vont devoir être payés. Et bien sûr, la France payant 18,5 de tout ça, ça veut dire qu'au lieu de faire 80, 40, vous l'avez bien compris, la France va payer non pas 80, mais 117 milliards. C'est quand même énorme, 37 milliards en plus. C'est quasiment ce qu'on reçoit en fait, juste d'intérêts, pour n'en recevoir que 40. Et c'est là où je disais tout à l'heure qu'il y avait manipulation aussi des comptes, c'est que là, on vous dit c'est formidable, la France a encore reçu 7,5 milliards, sauf qu'on va devoir rembourser 117 milliards de 2028 à 2058, c'est 4 milliards d'euros par an au budget de l'État. Donc c'est un véritable scandale. Évidemment qu'il faut s'opposer de manière très ferme à tout nouvel emprunt commun de l'Union européenne. Ce serait une catastrophe financière pour la France. Et juste un petit complément là-dessus, ça c'est un serpent de mer des eurocrates. Il y a 10 ans, on en débattait déjà, l'idée avait beaucoup monté. Angela Merkel avait dit « pas de mon vivant ». Donc je pense que ça montre bien la probabilité de la réalisation de ce rapport Draghi. Bon, eh bien, longue vie à Angela. Alors. Je ne l'aurais pas souvent souhaité. Bien, merci beaucoup, merci tout le monde, merci Laurent, merci à vous d'être venus.